Bonjour, ici David Bélanger et bienvenue à votre magazine sur le plateau Édition Sport. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons avec Amélie Poirier qui va nous parler des équipes de volleyball et de basketball féminin et masculin qui visent la Division 1. On parlera avec Ryan Forbes qui va nous parler d'une équipe de balle donnée qui s'est démarquée à l'international. On parlera avec Jean-Benoît Bergeron qui, lui, va nous parler d'une compétition au Mont-Édouard. Et aussi avec Anne-Frédérique Dion, qui va nous parler d'un futur Olympien, Jérémy Briand. Mais pour commencer, on va parler avec Samuel Martin, qui va nous parler d'un cégepien qui s'est démarqué au niveau sportif. Bonjour Samuel, ça va bien? Ça va super bien, toi, David? Oui. Alors, on parle de quel cégepien? En fait, c'est Eloa Quinton qui étudie présentement en arts et technologies des médias au cégep de Jonquière, qui s'est qualifié pour les mondiaux de Spartan Race lors de son premier Spartan à vie à Boston le 4 novembre dernier. Comment il s'est qualifié pour les mondiaux? Dans le fond, Eloa, il a fini sa course dans le top 5. Et quand tu finis top 5 dans ta catégorie, tu es automatiquement qualifié pour les championnats mondiaux. Cette année, les championnats mondiaux vont d'ailleurs se dérouler à Londres, au Royaume-Uni. Donc, ça s'est très bien passé pour lui. Effectivement, c'est impossible de dire le contraire, mais malgré ça, Eloa a quand même manqué une épreuve durant son Spartan. Et quand tu manques une épreuve, il y a une conséquence qui vient avec. Tu dois faire 30 burpees. Donc, les burpees sont là pour déconcentrer un athlète et enlever son rythme de course, fait que c'est vraiment pas agréable d'en faire. Pour Eloa, quels sont ses futurs objectifs? Son objectif le plus proche est le championnat nord-américain qui va se dérouler au Vermont. Si Eloa réussit à finir dans le top 5, il va pouvoir avoir son voyage payé pour les mondiaux. Comment on se prépare pour des épreuves du genre? Au début de l'année, c'est un professeur en éducation physique au cégep de Jonquière, Éric Paquette, qui a créé le groupe Spartan. Le groupe était là pour prendre des volontaires, les entraîner pour qu'ils soient prêts à faire le Spartan Race de Boston. Ensuite, Eloa, qui s'est classé pour les championnats mondiaux, a maintenant des entraînements plus spécifiques à lui pour pousser ses capacités cardiovasculaires et sa condition physique au maximum. Quels sont les points forts de sa fin de semaine à Boston? Sans aucun doute, sa qualification pour les mondiaux. Mais sinon, ça allait vraiment être un moment spécial pour lui, étant donné que la course se déroulait au Fenway Park de Boston, un stade mythique, et pour un fan de sport comme lui, ça fut vraiment spécial. Alors, merci beaucoup, Samuel Vivier. On lui souhaite la meilleure des chances pour la compétition à Londres. Merci à toi. On est maintenant avec Amélie Poirier, qui va nous parler des équipes de volleyball et de basketball féminin et masculin qui visent la Division 1. Bonjour Amélie, ça va bien? Bonjour David, oui, merci. Oui, alors, quand a lieu cette demande? En fait, c'est en juin dernier que le Cégep a pris la décision de contacter la RSEQ, donc le Réseau du sport étudiant au Québec, pour faire en sorte que le basketball ainsi que le féminin puissent avoir une demande pour rejoindre la Division 1. Depuis quand le Cégep pense faire une transition vers la Division 1? Ça fait environ 4 ans que ce projet est en cours. En fait, c'est Steve Dufour, qui est le responsable des sports ici au Cégep de Jonquière, qui est vraiment comme un de ses rêves, qui est de rejoindre la Division 1 avec ses équipes. Donc, c'est comme un rêve personnel qui est vraiment en train de se réaliser. Pourquoi maintenant, plutôt que l'an dernier ou l'année prochaine? En fait, c'est l'an dernier, l'équipe de basketball ainsi que l'équipe de volleyball ont réussi à atteindre la finale provinciale du Québec. Donc, c'est vraiment encourageant puisque c'était très, très bons résultats. Puis ça fait en sorte qu'on pense vraiment qu'on peut rejoindre la Division 1, ainsi que la structure est très, très prête, on pense, là, à soutenir l'équipe à son maximum. Quelles sont les structures qui soutiennent les Gaillards? Du côté du volleyball, on parle du club de volleyball Saguenay ici en région, qui ont des très, très bonnes équipes juvéniles. Du côté du basket, on parle des institutions qui sont dans l'école Dominique Racine et Scarvida, donc le juvénile qui est 3A. Puis, on a aussi une petite alliance avec les Français du côté pour un recrutement en France. Donc, c'est vraiment des bonnes structures qui permettent d'avoir de la diversité dans les joueurs qui viennent jouer ici. Pourquoi ces structures sont maintenant prêtes? En fait, l'an passé, le CVS, ces équipes justement qui sont juvéniles, ont très bien performé, que ce soit au niveau provincial, également au niveau mondial, pas mondial, pardon, du niveau national, puisqu'ils sont allés au championnat national. Et puis, du côté du basket, on a vraiment une bonne cohorte qui s'en vient. Donc, celle-là, dans 2 ans, est de très bon niveau. Donc, on pense vraiment que ça peut donner des bons joueurs. Puis, du côté des Français, cette année, on a 3 garçons qui font partie de l'équipe. Puis, pour l'an prochain, on a déjà commencé à approcher les Français. Donc, vraiment, là, tout est vraiment en place pour rejoindre la Division 1 dans 2 ans. Alors, merci beaucoup, Amélie Poirier. On lui souhaite la meilleure des chances pour qu'il fasse la Division 1. Merci beaucoup, David.
On est maintenant avec Lauriane Forbes qui va nous parler d'une équipe de ballonné qui s'est démarquée à l'international. Salut Lauriane, ça va bien? Bien oui, David, Oui. Là, on parle de quelle équipe qu'on parle? En fait, on parle d'une équipe qui s'appelle Billet.com. Donc, c'est une équipe justement de Montréal qui a récemment fait un tournoi à l'international. Oui, quand se déroulait-il ce tournoi? En fait, le tournoi se déroulait le 7, 8 et 9 novembre dernier à Hawaï, sur l'île d'Oahu à Honolulu. Comment s'est déroulé le tournoi? En fait, le tournoi s'est très bien déroulé. Dans un tournoi comme celui-ci, il y a deux parties. Donc, il y a la partie de classement et celle d'élimination. Donc, on commence avec la partie de classement. Quand on commence, on joue des parties, puis ça va nous dire si on peut passer à la période d'élimination. Donc, on joue les parties et justement, selon les défaites et les victoires, on passe à la prochaine étape. Rendu à l'étape de l'élimination, dès qu'on perd une partie, on est automatiquement éliminé. Pour Billet.com, ça s'est très bien passé dans la partie de classement. Donc, ils ont gagné 3 parties sur 4. Malheureusement, ils ont perdu contre Atlanta. Ils se sont rendus à l'étape d'élimination et rendus à l'élimination, ils ont perdu encore une fois contre Atlanta en demi-finale. Sachant qu'ils se prenaient contre l'équipe qui l'avait battu la veille, comment ils se sentaient? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Hugues Bélanger, l'entraîneur de l'équipe, justement. Puis il m'a dit qu'ils étaient confiants parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas joué avec leur pleine capacité la veille. Donc, ils savaient que s'ils revenaient en forme, ils auraient pu les battre. Mais malheureusement, c'est pas ce qui n'est arrivé. Comptent-ils refaire des tournois internationaux là, dans le futur? Oui, probablement. C'est encore un sujet qu'ils discutent parce que c'est à voir, mais ça ne sera rien de l'envergure d'Hawaï. Avec un tournoi comme ça qui est quand même dispendieux, là, comment que ça s'est passé pour la période de financement? Dans le fond, la période de financement, c'est qu'ils ont un commanditaire. Donc, le commanditaire est Billet.com. Et Billet.com finance une grosse partie du projet. Par contre, s'il manque de l'argent, ils organisent des levées de fonds, dont des tournois, justement, de ballonné pour les autres équipes de ballonné au Québec. Et sinon, ils vendent des billets pour des celliers et des trucs comme ça. Alors, merci beaucoup. On lui souhaite la meilleure des chances pour le futur au Billet.com. Merci, David. On est maintenant avec Jean-Benoît Bergeron qui va nous parler d'une compétition qui aura lieu au Mont-Édouard. Salut Jean-Benoît, ça va bien? Salut, ça va bien toi, David? Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que la compétition provinciale de Critérium ait lieu au Mont-Édouard? Bien, en fait, ça fait environ 3 ans que la direction du Mont-Édouard a signifié un intérêt pour développer une piste de ski de qualité nationale. C'est donc après plusieurs travaux que le Mont a réussi à élargir la piste pour qu'elle soit de dimension réglementaire pour y accueillir une compétition provinciale. Qu'est-ce qui a fait que le Mont-Édouard a été connu au niveau provincial? Depuis la dernière année, il y a des skieurs de haut niveau qui sont venus skier au Mont-Édouard, des skieurs de l'équipe canadienne. Puis c'est après avoir skié sur la montagne qu'ils ont déclaré que les conditions étaient exceptionnelles, puis que c'était beaucoup plus facile réussir d'avoir un plateau au Mont-Édouard, un plateau d'entraînement, que dans d'autres régions comme à Montréal. Qu'est-ce que le Critérium au juste? Bien, en fait, c'est une compétition provinciale de 5 jours de course, puis une journée d'entraînement optionnel. En fait, il y a des coureurs qui vont se classer dans leur région, puis ensuite, ils vont faire un topo de tous les coureurs, puis ils vont les amener sur une montagne qu'ils ont sélectionnée pour faire une compétition provinciale. C'est des coureurs de U16, donc 14-15 ans. Combien que le Mont-Édouard s'attend d'avoir de personnes pour cette course? Il y a environ 150 coureurs, donc avec les entraîneurs puis les parents, environ 300 personnes. Avec la compétition qui a lieu dans la région, est-ce que ça met une pression plus sur les coureurs régionaux? Ou, J'ai justement parlé avec l'entraîneur Pierre-Luc Lemieux, qui est coach en chef au Mont-Édouard. Puis il m'a affirmé que ça pouvait avoir l'effet d'un couteau à double tranchant, dans le sens que puisque les skieurs sont dans leur région et dans leur montagne, ils peuvent être plus confiants. Par contre, ça peut aussi avoir l'effet inverse, puis les rendre trop confiants et nonchalants. C'est donc à ce moment-là qu'ils pourraient avoir de moins bonnes performances. Alors, merci beaucoup, Jean-Benoît. On lui souhaite la meilleure des chances pour la course. Merci. On est maintenant avec Anne-Frédérique Dion qui va nous parler d'un futur Olympien, Jérémy Briand. Salut Anne-Frédérique. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Alors, c'est qui Jérémy Briand au juste? En fait, Jérémy Briand est un athlète âgé de 22 ans qui pratique le triathlon à l'échelle internationale. Il rêve évidemment, comme plusieurs athlètes, d'aller aux Jeux olympiques un jour. Son rêve lui est venu lorsqu'un jour, il a vu Simon Whitfield gagner la médaille d'or dans cette discipline aux Jeux olympiques de 2000. À quoi ressemblent ses performances cette année? Et cette année, il a participé à deux grosses courses, dont la Coupe du monde et le Mixed Relay Cup.
Cette course s'est déroulée en équipe en Grande-Bretagne. Il est arrivé 15e à la course du monde et 3e au Mixed Relay Cup, ce qui a valu la 3e place pour lui et son équipe. Quelles sont ses meilleures performances jusqu'à aujourd'hui? Vers l'âge de 19 ans, il a commencé à performer plus à l'international, ce qui lui a permis d'accéder à plusieurs compétitions. Donc, en 2014, il est arrivé 11e au championnat du monde junior et l'année suivante, en 2015, il est arrivé 2e à la course panaméricaine, ce qui est un grand accomplissement pour lui dans sa carrière. A-t-il toujours aussi bien performé? Non, il n'a pas toujours aussi bien performé. Sa première course qui s'est déroulée à cette île dans le cadre des Jeux du Québec lorsqu'il avait 16 ans, il n'a pas très bien performé puisqu'il n'était pas encore assez habitué. Il avait de la difficulté à enchaîner entre les disciplines, par exemple à enfiler son maillot rapidement ou à enlever ses souliers. Et aussi, lorsqu'il est revenu d'une blessure, il avait de la difficulté aussi à bien performer. Tu nous as parlé de blessures, mais de quel genre de blessures qu'on parle? En janvier 2016, il a eu un problème de surentraînement, ce qui a causé une fracture de stress du col fémoral. Il dit même que ça aurait pu mettre fin à sa carrière, mais il s'est bien remis de cette blessure et cette petite pause de 1 an et demi lui a permis de réfléchir sur sa carrière et de se recentrer sur lui. Où pouvons-nous voir performer Jérémy Briand? Son calendrier sportif n'est pas encore sorti, mais sa saison va débuter en Floride au mois de mars prochain. Merci beaucoup, Anne-Frédérique. Très intéressant. Alors, c'était tout pour notre émission Sur le plateau, édition sport. Je tiens à remercier Anne-Frédérique Dion, Jean-Benoît Bergeron, Lauriane Forbes, Amélie Poirier et Samuel Martin, mes collaborateurs. Et on vous souhaite une bonne journée.